À quelques kilomètres des cabanes, juste à la sortie des gorges, la Dordogne traverse la ville d'Argentat. Libérée des barrages, la rivière retrouve sa vigueur naturelle. Ancien port fluvial, Argentat a longtemps été une étape importante sur la route des Gabarres. Chargés de bois, ces bateaux descendaient des gorges jusqu'en Gironde pour vendre leur chargement. La Dordogne était alors une véritable autoroute commerciale. Et ces belles maisons témoignent de la prospérité de la ville au XVIIIe et au XIXe siècle. L'une d'entre elles vient d'être entièrement restaurée. Elle appartient à Nicolas Mignard. Les maisons du coin étaient essentiellement faites avec des matériaux de récup du coin. Qu'est-ce qu'on trouvait dans la Dordogne? Des galets. Vous regardez, on a granit et galets qui composent essentiellement le mur. Toutes les maisons qu'il y a sur les quais ou sur Argentat étaient fabriquées avec des matériaux du coin. Les murs en galets et la toiture avec ce qu'on appelle l'alose. L'attrait principal de la maison, c'est sa terrasse sur la Dordogne. Voilà, c'est un petit paradis, je dirais c'est presque la Dolce Vita version corrézienne. Moi, tous les matins quand je me lève, je me dis ouais, j'ai de la chance de vivre ici. Et j'ai le pont et j'ai la rivière. Et voilà, je me plais à prendre, c'est un peu une caricature, à prendre mon café comme ça, tranquille, et vraiment à prendre le temps et de dire ouais, on est bien quand même ici. À l'époque, quand les maisons étaient construites, c'était un rapport à la rivière qui était un peu particulier. On se protégeait de la rivière et la zone de vie se passait sur les balcons tels que celui-ci. On vivait là, on stockait du matériel, on faisait sécher le linge. Puis c'est toujours le cas, hein. Nous on y mange, on y vit, on y fait aussi stocker le linge toujours. Le lendemain matin, Argentat est en pleine ébullition. Pour célébrer l'épopée des Gabarriers, une descente en radeau est organisée chaque année sur la Dordogne. Parmi les participants, on retrouve Camille et Julie, les propriétaires des cabanes dans les arbres. C'est très festif l'état d'esprit. Il y a une bonne ambiance, il y a des pistolets à eau qui nous rafraîchissent, ça fait vraiment du bien. Et je crois que tout le monde a vraiment hâte de défiler là. Avant de se mettre à l'eau, les équipages défilent dans la ville. Dans la foule, un dragon en papier symbolise le coulobre. La légende raconte que cet animal mythique des eaux de la Dordogne s'attaquait autrefois aux Gabarriers. L'un des organisateurs de l'événement, c'est Nicolas Mignard. Il y a 32 équipages, ça fait à peu près 150 à 160 personnes sur l'eau qui vont être bénies par le curé là d'ici 10 minutes. Et je vous bénis, vous y êtes, hein? Allez, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Une heure avant le départ, les équipages déplacent leurs radeaux sur la berge. La descente sur la Dordogne est un événement auquel participent tous les habitants d'Argentat. Même le curé a son propre radeau. Dès que je suis arrivé à Argentat, moi j'ai lu la vie des gens du pays. Et effectivement, pendant 2 siècles, quelle vie ils avaient. Alors nous, on fait mémoire de ce qu'ils ont vécu. Hein, et avec des joies, avec des grandes joies, et avec aussi voilà, une difficulté de vivre. Il fallait bien vivre, descendre jusqu'à Bordeaux, porter du bois, des planches, et remonter avec quelques sous quand même. Hein. Je vous pousse un peu. Hop là, allez. Échoué sur un rocher, puis on a eu du mal à synchroniser. Mais là c'est parti, on est sur la bonne lancée, on redouble d'efforts.
Naguère réservée au commerce sur l'eau, la Dordogne est aujourd'hui le royaume des plaisanciers. Les descendants des gabariers profitent désormais de sa douceur de vivre. À 2 km d'Argentat, la Dordogne rencontre la Maronne. Cet affluent traverse une région de gorges sauvages. Au creux d'un de ces méandres se dresse un trésor méconnu. Voici les vestiges des Tours de Merle. Une ancienne citadelle frontière entre le comté de Toulouse et celui d'Auvergne. Nous retrouvons Jean-Michel Tellière, l'ornithologue des gorges de la Dordogne. Ce matin, il a donné rendez-vous à des bénévoles pour déboiser les abords du château. Ces terrains sont d'anciennes landes à bruyères, réhabilité par le Conservatoire d'espaces naturels du Limousin. On est en train de couper ces genêts, on est en train aussi, soi-disant, de retrouver les paysages traditionnels à l'époque des Tours de Merle. Les gens qui viennent visiter les Tours de Merle sont convaincus que ce paysage sauvage, on ne peut pas le dire autrement puisqu'il y a de la forêt partout, il a existé, il a perduré pendant des siècles et des siècles. Que nenni. Non, non, non. La lande, depuis les Tours de Merle, depuis que l'homme s'est installé sur cet éperon rocheux, eh bien autour de lui tout était pelé. On comprend bien que pour voir venir le mécréant ou l'ennemi, il fallait nécessairement le voir venir de loin. Cette région, la Xaintrie, est le fief de la famille de Jean-Michel. Les gens n'ont pas la conscience qu'ils vivent dans un endroit exceptionnel. Voilà, des paysages comme on les voit là, il n'y en a vraiment pas partout. Ce genre de travaux qui sont complètement, je dirais, sans grande ambition, osons le dire, mais en même temps, ils sont là aussi pour redécouvrir nos paysages d'antan. Il faut penser à nos aïeux qui ont trimé, qui ont bossé dans ces endroits-là pour les tenir ouverts et pour leur tirer une richesse aussi modeste soit-elle. À l'origine, le promontoire était un repère de troglodytes qui logeaient dans un réseau de grottes souterraines. Au XIe siècle, on y construit une place forte militaire. Par le jeu des alliances matrimoniales, plusieurs familles vivaient alors dans ce même lieu. Là, ce qu'il y a de remarquable ici, c'est qu'il y avait plusieurs seigneurs, 7 seigneurs qui cohabitaient. Et chaque tour, chaque édifice qui est autour de nous, il y avait son seigneur à l'intérieur. Vous voyez, ça c'est assez étonnant. Les gens qui viennent ici sont plutôt impressionnés par ce mélange, cette savante alchimie entre de la structure éminemment construite, qui est sortie de l'intelligence des hommes, et puis cette nature qui est complètement spontanée. En partie détruites pendant les guerres de religion, les Tours de Merle furent progressivement abandonnées. C'est un site qui est totalement magnifique. Et moi, personnellement, voilà, quand j'en parle, j'ai des frissons. On s'y sent, on s'y trouve, on y vit. Voilà, il y a de la vie. C'est un site qui est vivant. Et la nature, la préservation de cette nature et de la lande à bruyère qu'on a essayé donc de remettre en état ce matin, eh bien, ça fait partie de ce côté préservation de l'environnement, de la nature qu'on veut protéger et mettre en situation. Bon, on va prendre les escaliers. L'une des tours permet d'accéder à une terrasse qui offre un panorama unique. Voilà. Punaise. C'est serré. Alors là, c'est une question de stratégie. On comprend que l'escalier était plutôt large au départ, serré à l'arrivée pour contraindre, toujours pareil, l'ennemi belliqueux de ne pas passer facilement, de ne pas accéder facilement. Et voilà, et là on arrive dans l'endroit qui vaut le détour, le haut de la tour Pesteille, comme on l'appelle.
On revoit d'ailleurs notre jolie petite lande là-haut. Et puis la rivière hein, qui passe juste en dessous, la Maronne, qui servait de douve naturelle, même si ce n'est pas des douves, hein, puisque c'était la rivière naturellement qui se trouvait là, mais qui était aussi un challenge pour être franchi, nécessairement.